réveil à toutes et à tous. Il me plaît ce matin de partager avec vous cette citation tirée de la sagesse populaire africaine qui dit ceci: on ne peut pas labourer, semer, récolter et manger le même jour. Et oui, téléspectatrices, téléspectateurs, chaque chose en son temps. Depuis le 24 mai 2026, le Bénin a tourné une nouvelle page de son histoire. Romuald Wadayi, président élu, a prêté serment, devenant ainsi le 5e président de la République du Bénin de l'ère du renouveau démocratique. Il a formé son tout premier gouvernement avec des changements importants dans divers secteurs de la vie de notre nation. Avec nos invités des rubriques Notes de lecture et santé, nous abordons quelques défis prégnants du moment et dans le débat éducatif, nous recevons Maudie Johnson, planificateur de l'éducation, pour analyser l'efficacité de la réorganisation du secteur de l'éducation à l'ère Wadayi. Installez-vous, ça démarre maintenant. Ça y est, le groupe Éduc-Action lance ses formations. Vous êtes jeune et passionné d'images, Éduc-Action vous offre une opportunité unique de faire carrière dans les métiers de l'audiovisuel. Monteur, infographe, cadreur, droniste, photographe, graphiste, etc. Dans un cadre d'entreprise, Éduc-Action déploie une formation à 90% pratique avec des professionnels avertis, dévoués et disponibles. Avec Éduc-Action, vivez votre rêve, embrassez une carrière exaltante. Pour vos inscriptions, contactez le 51 53 29 51, le 94 64 112 20 ou rapprochez-vous du siège de Éduc-Action, 6 à Cotonou, non loin de l'hôpital Bethesda, à Cédrita. Et voici, mesdames et messieurs, la transition qui nous conduit au cœur de cette émission. C'est toujours avec un bonheur renouvelé que je vous retrouve pour un nouveau voyage audiovisuel. Dans la rubrique Santé de ce jour, nous parlons de l'AME. Tenez-vous tranquille, il ne s'agit pas de l'aspirant au métier d'enseignant, mais il s'agit bien donc de l'alertement maternel exclusif. Avec ma consoeur Gloria Adive-Sodé, nous accueillons Dr Erissi Sossou. Dr Erissi Sossou, vous êtes nutritionniste diététiste. J'ai bien prononcé? C'est quoi un nutritionniste diététiste déjà? Alors, un nutritionniste diététiste, c'est ce professionnel de la santé-là qui a reçu pour mandat, je dirais, d'accompagner les populations, peu importe les tranches d'âge, dans l'alimentation en fonction de leurs besoins. Quand je parle de besoins, c'est-à-dire prenant en compte les conditions physiologiques, la présence de maladies, de diverses pathologies. Donc, pour ceux qui n'ont pas déjà des maladies liées à la nutrition, c'est vraiment de les aider, de les accompagner à prévenir ces maladies-là. Et pour ceux-là, pour qui c'est déjà présent, c'est franchement de les amener à ne pas développer d'autres complications de par de mauvaises habitudes alimentaires. Merci. C'est super. Donc, on aura certainement le temps de vous rappeler ici pour nous donner de très bons conseils. Alors, Gloria, on nous a toujours dit que téter est une bonne chose pour les bébés. Et j'ajouterai une digression, même pour les adultes, à moins que Dr Erissi me dise le contraire. Mais aujourd'hui, vous remettez justement sur la table cette conviction. Il y aurait des controverses. En effet. Vous aurez le temps de nous en parler. Bien sûr. Merci beaucoup. Et donc, avec vous, nous abordons aujourd'hui la question de l'allaitement maternel exclusif. De quoi s'agit-il? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission consacrée à la santé et au bien-être. Aujourd'hui, il va être question d'aborder un sujet de santé infantile assez crucial, l'allaitement maternel exclusif. Les professionnels de la santé recommandent que le bébé soit nourri exclusivement au lait maternel durant 6 mois d'affilée. Cependant, cette pratique suscite encore beaucoup d'interrogations et de controverses au sein de la population. Pour certains,
Le lait maternel devrait être alterné avec de l'eau, de la bouillie ou de la tisane. Qu'est-ce que c'est que réellement l'allaitement maternel exclusif et qu'en pensent les professionnels de la santé? Eurécie, bonjour. Bonjour Gloria. Merci d'avoir accepté d'intervenir sur cette émission. Tout le plaisir est pour moi. Alors, l'allaitement maternel exclusif, c'est quoi réellement? Alors, l'allaitement maternel exclusif, comme tu le disais déjà en entame, c'est vraiment le fait de nourrir le bébé jusqu'à l'âge de 6 mois, mais uniquement avec le lait maternel. Quand on dit exclusif, c'est que franchement, on ne veut pas associer autres aliments, même pas de l'eau. Donc, il s'agit vraiment de donner uniquement le lait maternel, pas d'ajout d'eau, pas de tisane, pas de nourriture avant l'âge de 6 mois chez cet enfant. Même les bébés qui naissent gros comme moi, bien sûr. Ça suffira? Bien sûr, ça suffira. Oui. Mais alors, Eurécie, pour ceux qui pensent que le lait maternel, au bout d'un certain nombre de mois, devrait être alterné avec de l'eau, de la bouillie ou de la tisane, qu'avez-vous réellement à dire à ce sujet? Déjà, je vais commencer par le premier aspect parce que ça débute très tôt et beaucoup pensent effectivement, à tort d'ailleurs, que le bébé, en plus du lait maternel, a besoin qu'on lui donne de l'eau. Alors, le lait maternel est constitué majoritairement, près de 88% d'eau. Et en plus de l'eau, il contient justement tout ce qu'il faut pour suffire aux besoins de l'enfant jusqu'à l'âge de 6 mois. Donc, si le lait maternel est déjà constitué à 88% d'eau, vous voyez qu'il apporte donc de quoi étancher la soif chez cet enfant-là. Et ce qui se passe en réalité, c'est que lorsque les parents pensent à tort qu'il faut donner de l'eau, vous savez, l'estomac du bébé est très petit. Et lorsque vous vous mettez à donner de l'eau, c'est que vous réduisez la quantité de lait maternel que l'enfant devrait prendre. Parce que lorsqu'il prend de l'eau, il sera rassasié. Alors que le lait maternel lui apporte les nutriments, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour qu'il croisse normalement, pour qu'il grandisse normalement. Et le lait maternel est fait de telle façon que, au fur et à mesure que l'enfant grandit, la composition, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans ce lait-là, s'adapte aux besoins de l'enfant jusqu'à l'âge de 6 mois et peut parfaitement suffit pour combler tous les besoins de ces enfants-là. Que doit-on retenir donc des avantages du lait maternel? Alors, comme avantage du lait maternel, je dirais que le lait maternel apporte des avantages aux deux parties, aussi bien pour l'enfant que pour la mère. Je vais commencer déjà par l'enfant. Et je disais tantôt que le lait maternel contient tout ce qu'il faut pour que l'enfant puisse grandir et croître normalement. Cela suppose donc que tout ce dont l'enfant a besoin, que ce soit les protéines, que ce soit les acides gras, que ce soit tout ce qu'il faut, le lait maternel lui apporte ça. Et de l'autre côté, pendant que la mère met son enfant au sein, elle rapproche l'enfant. Il y a un contact qui est là. Et ce contact-là va permettre de stimuler la croissance du cerveau de l'enfant. Donc, il y a également un lien affectif qui sera noué entre la mère et le bébé. Le lait maternel, au-delà d'apporter de l'eau, des nutriments, va apporter certains éléments que nous appelons des anticorps, qui sont ancrés comme de petits soldats, qui vont servir de défense en fait, pour protéger l'enfant contre tout ce qu'il y a comme infection, et ça va renforcer l'immunité de l'enfant. Et du côté de la mère, pendant qu'une femme qui a accouché met son enfant au sein, la succion, c'est-à-dire quand l'enfant est en train de tirer le lait, il y a un signal, un message qui est envoyé au cerveau. Nous allons appeler en langage professionnel à l'hypothalamus et à l'hypophyse, un message qui va libérer une substance qu'on appelle l'ocytocine. Cette ocytocine-là, c'est ça qui va permettre de faire sortir le lait du sein, du mamelon, mais également ça va comprimer, ça va entraîner des contractions. Et pendant qu'il y a des contractions musculaires au niveau du placenta, ça va également contracter tout ce qu'il y a comme vaisseau, c'est-à-dire le canal qui va permettre au sang de couler. Donc, une femme qui vient d'accoucher et qui met son enfant au sein aura ces contractions-là et du moment où les vaisseaux seront comprimés, compressés, ça va limiter les hémorragies. Donc, on n'aura plus à parler d'hémorragie.
Et également, pendant que l'enfant est mis au sein, il y a également la production de ce qu'on appelle la prolactine. Et cette prolactine-là va également aider la maman. Et de l'autre côté, il y a un espacement naturel des naissances parce que pendant que la femme allaite, le processus ou le mécanisme qui va entraîner la maturation des ovaires sera bloqué. Donc, l'ovulation ne sera pas spontanée comme chez une femme qui n'allaite pas nuit et jour. Mais lorsque la maman est mal nourrie, elle-même à la base, est-ce que vous pensez que son lait va suffire vraiment à nourrir l'enfant? Évidemment, on va y revenir parce que je ne peux donner que ce que j'ai. Du coup, l'alimentation de la mère va jouer un rôle très déterminant dans la qualité du lait maternel. Parce qu'une femme a des besoins. Depuis qu'elle est adolescente, elle a déjà des besoins spécifiques en matière d'alimentation et de nutrition. Pendant la grossesse également, elle a des besoins qui sont différents de ce qu'une femme lambda devrait avoir si elle n'était pas enceinte. Et l'allaitement également a ses particularités en matière d'alimentation. Donc, les professionnels de santé ou de nutrition vont donc aider les populations à déjà améliorer l'alimentation de la maman pour que le lait qu'elle produise soit vraiment de qualité suffisante pour que l'enfant puisse en bénéficier. Justement, en parlant de ça, Eurécie, je me suis rapprochée j'ai côtoyé une famille ayant 6 enfants. Et parmi les 6 enfants, 5 sont bien robustes et bien portants, mais il y a un seul qui est chétif. Et les parents stipulent que cet enfant en réalité est le seul qui a été nourri exclusivement au lait maternel durant 6 mois. Et pour cause, en fait, pour eux, l'état chétif de leur garçon est dû au fait que l'enfant a été nourri exclusivement au lait maternel. Doit-on comprendre donc que c'est le lait maternel en réalité, en son temps que la maman n'a pas été bien nourrie, les éléments nutritifs en réalité qui devaient permettre à cet enfant de bien grandir n'étaient pas au rendez-vous comparativement aux autres. Par contre, il faut quand même noter que les autres ont bénéficié d'une certaine alternance lait maternel et plus haut. Alors, 2 approches de réponse sont adaptées à ce contexte. La première approche, c'est que, oui, comme je l'ai dit tantôt, si la mère elle-même n'a pas eu ce qu'il faut comme alimentation, évidemment, son lait maternel. Parce que, au-delà même de l'alimentation, il faut que la femme également puisse bien s'hydrater. Donc, si elle-même n'a pas apporté tout ce qu'il faut pour que son lait maternel soit suffisamment bien constitué, c'est normal que l'enfant ne puisse pas en avoir. La deuxième approche, c'est que beaucoup pensent que l'apport de l'eau ou des tisanes n'altère pas l'allaitement maternel exclusif. Pour beaucoup, lorsque vous allez rentrer en profondeur dans la recherche de la compréhension de ce qui a été réellement considéré comme allaitement maternel exclusif, vous allez voir que pour eux, l'allaitement non exclusif se limite à l'introduction d'une bouillie. Or, parallèlement, ils ont associé de l'eau ou des tisanes. Et comme je le disais, lorsque vous apportez de l'eau, déjà vous réduisez ce que l'enfant va tirer comme lait maternel. Si je suis rassasiée, je ne vais pas pouvoir manger plus. Donc, si l'eau a été donnée avant le lait maternel, ça va réduire ce que l'enfant va prendre. Et si l'eau n'était pas potable, ça va entraîner des épisodes diarrhéiques chez l'enfant. Et on sait tous que qui dit diarrhée va parler de perte de poids à long terme. Et de l'autre côté également, lorsque vous apportez des tisanes et tout autre, c'est-à-dire il y a une diminution de ce que le lait maternel doit apporter. Parmi ces éléments, j'ai parlé des anticorps. Donc ces anticorps-là qui sont comme des défenses. Donc en réalité, on a réduit en griffe le nombre de soldats que le corps de ce bébé-là aurait dû avoir. Et peut-être ça a été un terrain favorable pour l'apparition d'autres maladies qui ont entraîné Concrètement, au Bénin, aujourd'hui, Eurécie, quel état des lieux peut-on faire de cette pratique-là, de la situation de l'allaitement maternel exclusif? Alors, en matière de situation par rapport à l'allaitement maternel exclusif, au Bénin, nous sommes encore à 42% au niveau national. Ce qui veut dire que
nous sommes encore à moins de 5 enfants sur 10 qui sont allaités exclusivement. Y a-t-il d'autres obstacles qui freinent l'effectivité réellement? Qu'est-ce qui nous empêche réellement de parvenir à 100%? Les obstacles sont nombreux et divers, je dirais. Déjà, du côté de la mère elle-même, si la mère est fonctionnaire ou employée quelque part, ça c'est le premier challenge de toute femme qui travaille et qui vient d'avoir un enfant. Les congés de maternité aujourd'hui au Bénin sont de 14 semaines. Donc, à un moment donné, la femme va devoir reprendre le travail avant que son enfant n'ait 6 mois. Et c'est vrai qu'elle va bénéficier d'1 heure d'allaitement par jour jusqu'à ce que l'enfant ait 15 mois. Mais cela est un réel challenge parce que si au niveau organisationnel, la femme elle-même n'a pas tout l'accompagnement qu'il faut ou n'a pas ce qu'il faut pour coordonner l'administration de son lait maternel à l'enfant en son absence, forcément, elle va faire recours au lait artificiel. Et justement, une petite question à ce niveau. Peut-on conserver le lait maternel? Bien sûr, le lait maternel peut être conservé au réfrigérateur. Une petite parenthèse, oui, le lait maternel se conserve, comme vous l'avez dit. Quand je vous écoute, j'ai le sentiment que tout ce que nous avons vécu par le passé était donc du bluff ou du leurre. Vous vous rappelez cette belle époque où grand-mère vous mettait sur les genoux et puis vous administrait de gré ou de force une bouillie parce que vous avez refusé de manger ou une tisane. Mais ça a fait des citoyens robustes comme nous. Hein? Et donc, du coup, qu'est-ce que de façon empirique on peut tirer de notre tradition? Ce que nous avons eu l'habitude de faire et qui a fonctionné pendant longtemps. On n'a pas été malade. À coup sûr, on dirait, on penserait qu'on n'a pas été, enfin, qu'il n'y a pas eu de conséquences. Mais ça, ce n'est que vous. Vous ne savez pas si ce comportement de gavage a entraîné des décès chez dans une autre famille lambda au Bénin. Donc, on a juste vu ce qui s'est passé autour de nous. Et quand il n'y a pas eu de conséquences, alors c'est bien, gloire à Dieu. Mais est-ce qu'on va continuer d'adopter des pratiques qui aujourd'hui ont été en grippe démontrées comme n'étant pas de bonnes pratiques, alors que nous avons la possibilité d'adopter ces pratiques-là qui vont protéger nos enfants et nos épouses. Concrètement, aujourd'hui, que doit-on faire pour améliorer le taux d'allaitement maternel exclusif au Bénin? Pour améliorer, je dirais qu'il faut partir déjà de ce qui crée les obstacles. Je parlais tout à l'heure de la reprise du travail. Donc, c'est voir comment créer un cadre d'allaitement, c'est-à-dire pour certaines femmes qui travaillent, voir avec les employeurs si la femme elle a de nounous, par exemple, ou qu'elle a quelqu'un qui peut lui garder son enfant, pourquoi ne pas mettre en place un coin allaitement pour que cette mère-là puisse allaiter son enfant. Et au-delà de ce qui est lié à la mère, il y a également l'entourage, la pression sociale, parce que aujourd'hui, comme monsieur le disait tout à l'heure, c'est que il y a ce que nos parents, nos grands-parents ont fait et qu'on pense que ça a marché. Donc, systématiquement, lorsqu'une jeune maman vient d'avoir son enfant, la grand-mère va dire « Ah oui, l'enfant a des coliques, il faut donner telle tisane. Oui, l'enfant a mal au ventre certainement, il faut donner telle tisane, il faut donner telle substance. » Donc, franchement, il y a ce travail-là qu'il va falloir également faire, c'est-à-dire inverser les croyances. Déconstruire, voilà, les stéréotypes déjà forgés. Et ça va passer par la grand-mère et même le mari, parce qu'il y a des maris bien qu'en griffe intellectuelle, conscients de tout ça, mais qui pensent toujours ou qui sont influencés par leur maman et tout. Donc, ça va être un travail et faire surtout une éducation de masse et se faire accompagner enfin par... C'est pas simple, hein? C'est pas simple, mais c'est possible. Ouais. On peut y arriver. On va clôturer cet entretien. Merci beaucoup. Merci à vous, Dr Sossou, d'être intervenu sur cette émission. Nous arrivons au terme de cette émission consacrée à l'allaitement maternel exclusif. Ce qu'il faut retenir, c'est que le lait maternel constitue à lui seul l'alimentation idéale pour le nourrisson durant ses 6 premiers mois de vie. Il contribue à sa croissance, renforce son système immunitaire et favorise son développement. Cependant, les mères ont besoin
d'être soutenus par leur famille, leur communauté, les professionnels de la santé et les décideurs pour relever les défis liés à cette pratique. Merci à vous, chers auditeurs, et à vous, chers téléspectateurs, je dirais plutôt, pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager les informations entendues aujourd'hui autour de vous, car mieux informer, c'est aussi contribuer à la santé de nos enfants. À très bientôt pour un autre numéro de Chronique Santé. Merci à vous, chère consoeur Gloria, pour cet éclairage. Merci, docteur Erissi Sossou. Donc, bébé, prenez le sein, bébé tété au maximum, c'est ça, hein? C'est ça. Ouais, maman, laissez les bébés tétés. Et donc, on va se retrouver pour un nouveau numéro. Ce sera un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Et bon retour à vous. Merci, Vital. Merci. Mesdames et messieurs, après l'allaitement maternel exclusif, nous abordons avec mon confrère Enoch Guidimin, je dirais peut-être la lecture exclusive. Oui. La lecture exclusive. Oui, bien sûr. Ben, est-ce que vous avez eu l'habitude de téter lorsque vous étiez enfant, bébé? Vous avez tété pendant combien de temps, vous autres? Bon, je ne sais pas combien de temps j'ai pu téter, mais pour ce que j'apprends de part et d'autre, c'est au moins 6 mois. Non, ça vous réciter une leçon. Vous, votre cas. Est-ce que je pourrais dire le temps que j'ai pris à... Vous ne vous êtes pas compté l'histoire? Non, pas du tout. Il paraît qu'il faut téter pendant 6 mois, absolument. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, plus sérieusement, oui, Enoch aime téter, même adulte. Et donc, la note de lecture de ce jour reçoit Chris Amégan, chroniqueur littéraire, et Bruno Fayeron, écrivain autour du thème Grand Prix littéraire du Bénin, que faire davantage? Alors, Christophe Amégan, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Et vous tétez beaucoup? Ah, il y a longtemps, super. Bruno? Bonjour. Vous allez bien? Ben, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous savez, on fait la promotion de l'AME parce qu'il paraît que c'est très bon pour les générations à venir et justement, ça stimule la lecture. Et vous êtes curieux de savoir ce qu'il faut faire davantage après, justement, un grand prix littéraire. Après avoir pris les sous publics, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse davantage? Quelle transition. Bon, ici, on parlera exclusivement des écrivains, du Grand Prix littéraire prix Jean Pliat de la fiction. Alors, ma première question va s'adresser à Chris Amégan. Comment faire en sorte que le lauréat reste davantage dans l'actualité littéraire bien après la remise du prix? Bien après la remise du prix, pour faire en sorte que le lauréat reste davantage dans l'actualité, il faut que cela suive un programme qui doit être au préalable déjà défini dans l'organisation du Grand Prix, avant même que le Grand Prix ne soit décerné. C'est-à-dire que dans le fait de décerner le prix, on doit prévoir qu'il reçoit le prix. On doit faire en sorte, par exemple, qu'il y ait un certain nombre de cafés littéraires ou de causeries littéraires à organiser sur toute l'étendue du territoire national. C'est-à-dire que le Grand Prix littéraire du Bénin, quand il reçoit le prix, il doit suivre un programme bien prédéfini, une sorte de cahier de charge bien prédéfini. Il doit parcourir, il doit être réquisitionné pour cette année-là, puisque le Grand Prix c'est une année, il doit être réquisitionné pour cette année-là et parcourir le territoire national. Réquisitionné? Oui, vous le nourrissez? Il doit être réquisitionné. Il doit savoir, quel que soit son statut, ce qu'il fait, il doit savoir que s'il reçoit le Grand Prix, il doit être présent, oui, se rendre disponible pour organiser un certain nombre de cafés littéraires un peu partout sur le territoire, dans les 12 départements du pays. Et pour ça, on doit faire en sorte que le livre soit disponible, tout ça c'est toujours dans le prix, soit disponible partout, avant même qu'il n'aille à ces points de rendez-vous-là, sur tout l'état du territoire. Ensuite, aller dans des librairies, les organisations qui maintiennent le livre, les structures qui font l'actualité du livre dans le pays, les CAEB, les librairies, dans les écoles, surtout dans les écoles, pour que les gens sachent, parce que les élèves sachent qu'il y a un prix qui s'appelle Grand Prix. On doit Il devient un ambassadeur. Un ambassadeur de la littérature dans le pays. Et ce n'est pas seulement à l'occasion des salons internationaux ou à Paris ou à tel endroit, il va faire partie d'une délégation et c'est terminé. Non. Il doit d'abord être à la disposition des Béninois. Et si on fait ça, là, il parle de réquisition. C'est fort, hein? Quel est le constat qui se fait sur le terrain aujourd'hui?
Bon, le constat, heureusement que le thème de l'émission, c'est que faire davantage pour que le Grand Prix reste dans l'actualité, parce que beaucoup de choses se font déjà. Maintenant, pour ce qui est de ce qu'il faut faire pour que le Grand Prix puisse, celui qui est sacré puisse rester à la suite de ce que Christ a dit, il faut faire en sorte que le livre soit disponible. Disponible, pourquoi? Parce que l'une des raisons qui justifie peut-être le fait que les gens ne lisent pas beaucoup. Moi, je le dis, ce n'est pas de statistiques. Cela peut provenir des prix des livres. Quand vous allez vers les scolaires et étudiants et vous leur dites qu'un livre ici, pour l'acheter, il faut sortir 5 000 francs. Vu les conditions de vie, c'est parfois difficile aux gens de sortir l'argent et d'acheter les livres. Il y en a qui ont envie de lire, mais ils n'ont pas les moyens d'acheter les livres. Maintenant, quand il s'agit d'un Grand Prix, dans le programme d'accompagnement et de vulgarisation de ce Grand Prix, il faut peut-être intégrer un volet qui va consister à rendre le prix du livre, le prix d'achat du livre accessible aux élèves. Un livre qui doit se vendre normalement à 5 000 francs, en accord avec la maison d'édition et autres. Si on ramène ça, c'est une suggestion, on ramène ça à 3 000 francs, ce sera beaucoup plus facile aux élèves de l'acheter et de le lire. S'il y a aussi des livres qui peuvent être achetés par l'institution qui a organisé le prix et achetés et offerts, peut-être via les concours. Ouais, vous avez dit que l'État fait déjà beaucoup. Qu'est-ce que l'État fait déjà actuellement? L'État, c'est le fait déjà d'organiser le prix. C'est quelque chose de positif. On organise le prix, on le décerne, puis il y a eu des lauréats qui ont été reçus sur des médias. Dans le cadre de ce sacre-là, il y en a qui ont aussi effectué des voyages, je ne dis pas n'importe quoi. Dans le cadre de ce prix-là, il ne faut surtout pas dire n'importe quoi. Ouais, donc je vais prendre garde. Donc c'est déjà positif. On ne peut pas venir ici et dire qu'ils font rien, ils font des choses, c'est sûr. Ils en font sûrement que je ne suis pas en train de vous en parler là maintenant tout de suite. Mais il faut continuer. Il faut continuer à rendre le livre disponible dans les collèges, dans les milieux où les gens lisent, et même des endroits qui sont parfois éloignés de Cotonou, Parakou, Porto-Novo. Alors Chris, le Grand Prix littéraire peut-il devenir un tremplin qui engage le lauréat à encadrer des jeunes plumes pendant l'année? Vous pouvez parler de réquisition là. C'est relatif. Parce que ce n'est pas parce que vous avez reçu le Grand Prix littéraire du Bénin que vous êtes forcément outillé pour l'animation des ateliers d'écriture. Parce que pour animer un atelier d'écriture, il faut en avoir les outils. Il faut savoir ce que c'est que... il faut maîtriser les fondamentaux de l'écriture. Il faut en soi et quelque part être soi-même d'abord un critique littéraire, c'est-à-dire ceux qui savent décortiquer, disséquer les textes pour savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui est bien, ce qui n'est pas bon. Et je ne crois pas que c'est forcément le cas de tous ceux qui reçoivent le prix. Il y a des gens, Camara Lai, c'est un mécanicien. Lui, au moment où il écrivait, je ne pense pas qu'il avait l'intention de maîtriser les codes de l'écriture, comment on doit écrire, comment on doit profiler un personnage, comment on doit bien écrire une scène, ou s'arrêter, ou accélérer. Je ne pense pas qu'il avait ces compétences-là. Lui, il a juste écrit son texte et c'est terminé. Je pense que c'est le cas de la plupart de ceux qui écrivent. Et même quand vous êtes du domaine, vous êtes critique littéraire ou même quelqu'un qui maîtrise les fondamentaux de l'écriture, au moment où vous vous asseyez pour écrire un texte de fiction, pour créer, vous n'avez pas forcément ces choses-là en tête. Tout ce que vous avez en tête, c'est juste pondre l'histoire et à la critique de faire son travail après. Donc, je dirais que c'est relatif. Ça ne veut pas dire que celui qui reçoit le prix n'est pas en mesure de le faire. Mais est-ce qu'il faut le former alors? Oui, si on veut qu'il fasse ce travail-là d'animation des ateliers d'écriture, il faut le former ou alors peut-être le faire accompagner. Ce serait vraiment génial qu'il soit là, accompagné de quelqu'un du domaine qui maîtrise ça et que lui, il soit une sorte d'élément d'exemplification de ces procédés d'écriture. La question qui me venait justement, c'était de voir quel est pour vous l'intérêt de faire du Grand Prix littéraire un ambassadeur qui va circuler dans les départements. Quelle est la pertinence d'une telle activité? D'abord parce que le prix s'appelle Grand Prix littéraire du Bénin. Pour que ça soit véritablement grand, il faut qu'on montre la grandeur. Mais quel est l'intérêt de s'appeler Grand Prix si on ne voit pas, et on reste dans sa maison si on ne voit pas ça sur l'échelle nationale? Le Grand Prix, je vous rappelle que c'était le prix du président de la République. Voilà, le président de la République, c'est le président de toute la nation. Donc, s'il est le Grand Prix littéraire du Bénin, il devient quoi? Le premier écrivain, le meilleur écrivain de l'année, sacré pour le pays. Il y a beaucoup de livres qui sortent au Bénin chaque année.
Il y a beaucoup d'écrivains. Et parmi eux tous, dans cette compétition-là, c'est lui qui a été sacré. Donc, pour cette année-là, pour montrer que le prix est véritablement grand et que ça mérite de s'appeler Grand Prix, il faut qu'il soit réquisitionné et mis à la disposition. Même si celui qui le prend est petit. Alors Bruno, vous ne pensez pas que le livre sacré meilleur de l'année mérite d'être traduit dans quelques langues en dehors de la langue française? Oui, je le pense. Et vous êtes en train de poser la question relative à la traduction des livres dans d'autres langues. On peut déjà, souvent quand on parle de traduction de livres, tout de suite, là, ce qui peut venir à l'esprit des téléspectateurs, c'est de dire qu'on va traduire ça en anglais ou des langues étrangères. Mais déjà ici, au Bénin, peut-être que là, on va trouver que je suis trop ambitieux, mais on peut déjà commencer par traduire nos livres ici dans les langues locales pour que les gens puissent lire. Il y a un écrivain qui a déjà commencé par le faire. Des livres béninois sont traduits en Adja. Vous lisez Adja? Non, je ne suis pas locuteur de la langue. Vous lisez Goun? Oui, je lis Goun et je lis Fon. La est faible. Oui, mais il faut commencer par le faire quelque part. Il y a des gens qui ne sont même pas allés à l'école pour lire qu'on appelle le français, mais qui peuvent lire dans les langues locales. Donc, je ne dis pas qu'il faut faire table rase des langues étrangères et traduire uniquement dans les langues locales. Ce n'est pas ça, ce n'est pas les langues nationales, je ne dis pas ça. Mais pour donner une plus grande visibilité et offrir un plus grand lectorat au Grand Prix littéraire du Bénin, il faut incontestablement penser aux politiques de traduction. Le Nigeria à côté. Je ne suis pas allé là-bas, je n'ai pas fait une enquête pour savoir, mais c'est un grand pays qui est à côté de nous. Autant on dit que le Nigeria est un grand marché économique, autant cette population-là peut constituer un vivier pour les lecteurs. Plus de 200 millions d'habitants. Si on a pu décerner le Grand Prix à un livre ici, c'est parce qu'on a jugé que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que pour cette année-là, ce livre et son auteur ont fait un bon travail et c'est pour ça qu'on leur a donné ce prix. Donc si on peut traduire ça par exemple en anglais, ça va permettre aux livres de s'ouvrir vers les pays anglophones du continent et ça va être bon pour la littérature béninoise. Alors, je pense que nous sommes en train de chuter lentement et sûrement. Un mot pour conclure, Chris Amégan. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il a dit que, bon, il y a quelque chose qui se fait, mais moi, je ne suis pas satisfait. Il y a encore beaucoup de choses que je pense qu'on peut faire. Jusque-là, ce que je constate, c'est qu'on organise le Grand Prix littéraire comme si c'était une contrainte. Parce qu'il faut organiser le Grand Prix littéraire, il faut faire quelque chose dans l'année pour la littérature. Donc, on organise le Grand Prix littéraire. Et une fois le prix décerné, c'est fini, on abandonne l'auteur. Et alors qu'on sait, tout ce qu'on vient de dire là, les gens savent, ils savent. Mais pourquoi ils ne le font pas? Point d'interrogation. Je pense que s'ils nous écoutent, il faut vraiment qu'ils nous donnent satisfaction à la littérature béninoise pour qu'on sache que véritablement les gens ont pris au sérieux la littérature dans ce pays. Parce que, je vous le dis, c'est là que se cristallisent toutes les aspirations de ce peuple. C'est là que vit et s'immortalise la culture béninoise. Si vous abandonnez ça, c'est que c'est la culture béninoise qui meurt. Merci. Mais là, c'est une tirade. Bruno? Je maintiens que quelque chose se fait. Je suis toujours de nature... Vous êtes un pacifiste? Non, je ne suis pas pacifiste, ce n'est pas du pacifisme. Je suis de nature à partie forcément de l'existant. Aujourd'hui, si on est ici pour parler du Grand Prix, c'est parce qu'il n'y a pas du néant. C'est parce que ce Grand Prix existe que nous sommes ici pour en parler. Sauf que ce qui est là, c'est un acquis. Il ne faut pas qu'on dorme sur nos lauriers, si lauriers il y a déjà. Donc il faut aller forcément de l'avant. Et puis, ce n'est pas seulement nous. Peut-être nous voir ici dans l'univers de la littérature béninoise, il y a des gens qui ont des voix plus autorisées que les nôtres. Donc il faut écouter ces gens-là, ceux qui ont des propositions pertinentes à faire. Ça ne sert à rien de décerner un Grand Prix pour qu'on n'en parle pas au-delà de 3 semaines. Il faut que le livre existe, il faut qu'on le rencontre partout où on va, dans les écoles, dans les universités. Il faut que, et je vais ajouter ça pour finir, les livres auxquels on décerne le Grand Prix littéraire du Bénin, ça me ferait beaucoup plus plaisir de voir que désormais, parmi les ouvrages à mettre au programme, qu'il y ait de ces livres-là qui arrivent au programme. Merci Bruno, écrivain et enseignant de philosophie, Chris Amégan. À l'état civil, Christophe Amoussou. Il est également écrivain, chroniqueur littéraire. Le Grand Prix Philippa 2020. Bon, c'est pas ça, c'est pas à toi de le dire. Alors, le Grand Prix ne doit pas être une arrivée, mais un tremplin. Célébrer un auteur, c'est l'accompagner, le publier et le faire lire. À nous tous, médias, institutions, lecteurs, de faire en sorte que nos plumes ne brillent pas qu'un soir. Je vous remercie. Enoch, merci beaucoup pour cette embellie littéraire. Et bien, merci à vous, cher ami, Christ Amégan. Et puis Bruno Fayon, merci de revenir autant que vous voulez. Votre compagnie est plaisante, vous pouvez être rassurés. À bientôt.
Et nous voici donc dans le débat éducatif de ce 12 juin 2026. Mesdames et messieurs, merci de rester confortablement assis et de vous installer, d'ajuster votre connexion parce qu'aujourd'hui nous recevons un invité pas comme les autres, tout particulier, on ne le présente plus. Il a un nom Maudie Johnson, il est philosophe, il est chroniqueur à Éducaction, il est ancien secrétaire permanent du plan décennal de développement du secteur de l'éducation, PDDSE, et il a été donc le secrétaire de tous les ministres des 3 ordres de l'enseignement. C'est un sachant de l'éducation. Maudie Johnson, bonjour. Bonjour, M. Vital. Merci de répondre présent à cette invitation et surtout de débattre d'un sujet aussi important que celui de la réorganisation du système éducatif. Merci beaucoup, c'est avec plaisir. Fidèles amis de Éducation, le président Romuald Wadayi a formé son tout premier gouvernement avec des changements importants dans le secteur de l'éducation. Désormais, nous avons un ministère des enseignements maternels et primaires qui existait, qui n'a pas changé de dénomination, un ministère par contre de l'enseignement secondaire désormais, un ministère de l'enseignement supérieur en charge de la formation technique, un ministère des petites et moyennes entreprises également en charge de la formation professionnelle. Donc, le ministère de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle a donc été dispatché sur 2 autres ministères. Et mon premier questionnement, pourquoi une telle redistribution des portefeuilles de l'éducation pour vous? En fait, je trouve que tout est possible, mais il est bon quand même que nous puissions intervenir à la fois en tant que technicien et à la fois en tant que citoyen. C'est important, c'est les 2 aspects ça. Okay. En tant que technicien, parce que nous savons de quoi il s'agit quand on parle de l'éducation, et en tant que citoyen, parce que chacun à son niveau, quel que soit ce qu'il peut apporter, même si c'est petit, un petit grain de sable, ça permettra d'aérer les choses, de voir comment on peut aller de l'avant. Donc, le dernier élément essentiel ici, qui nous permet encore de bien faire, de mieux être à l'aise pour parler de cette situation, c'est qu'il faut préciser que, quel que soit ce que nous dirons, c'est d'abord une affaire de souveraineté. Okay. Le président, l'autorité supérieure de la nation, a cette souveraineté-là de décider de comment il va conduire chaque aspect du processus de développement. Voilà. Très bien. Donc, vous pensez qu'il a le droit de mettre les ministères comme il veut, quand il veut, où il les veut, exactement? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Oui, c'est à la fois un droit et un devoir. D'accord. Peut-être c'est son droit. Puisqu'on l'a mandaté. Mandaté, mais le devoir, notre devoir à nous, justement, à ce niveau, c'est de lui donner l'opportunité d'appeler son attention. C'est exactement le terme qu'il faut utiliser quand on parle à l'autorité. D'appeler son attention sur les éléments qui pourraient être perturbateurs dans le modelage de ces ministères. Et justement, est-ce qu'il y a des éléments perturbateurs dans ce modelage qu'il a fait? Est-ce que c'est nécessairement perturbateur? Ça dit qu'en réalité, nous n'avions pas l'habitude de constater certaines choses. Cela signifie quoi? Les ministères tels que présentés, globalement, le ministère de l'enseignement secondaire, c'est tellement sec qu'on se demande de quoi et qu'est-ce qu'il y a dedans. Nous sommes d'accord. Le ministère de l'enseignement supérieur en charge de la formation technique, c'est bien ça? Hein? Exactement. Et de la recherche, évidemment. De la recherche, évidemment. Bon, c'est un attelage auquel nous ne sommes pas habitués, mais ce n'est pas parce que nous ne sommes pas habitués. C'est qu'un attelage qui ne rend pas compte des différents documents de planification qui existent. Très bien. Et d'ailleurs, mieux encore, qui ne rend pas compte de la loi d'orientation de l'éducation. Qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce que les documents de planification disent? Les documents de planification et la loi d'orientation disent ceci. Quel que soit ce que vous allez lire, le technique est accolé au secondaire. Okay. C'est ce que nous constatons souvent. Le technique est accolé au secondaire avec aussi l'enseignement, la formation professionnelle. Oui.
de telle façon que lorsque vous regardez par exemple notre plan sectoriel de l'éducation 18-30, vous voyez que les différents éléments, les différentes bases créées, les structures, la structuration repose sur ce socle. Très bien. De la même façon, lorsque vous prenez, donc, comme je le disais, la loi d'orientation de l'éducation, vous verrez que c'est le même schéma. Il y a des éléments, le maternel primaire, il y a le secondaire, mais ce secondaire est lié toujours aux techniques et à la formation professionnelle. Et il y a le supérieur et la recherche scientifique. Et lorsque nous allons évoluer pour regarder un peu plus la formation professionnelle, on se rend compte peut-être que, tel que placé aujourd'hui sur les petites et moyennes entreprises, l'avantage, c'est qu'on veut demander à tout ce qui est secteur public, privé, de soutenir, nous sommes d'accord, la formation de ceux-là qui pourraient être là, les impétrants, les étudiants qui pourraient arriver à ce niveau. C'est plus, on se sent plus à l'aise parce que c'est une jonction qui dit nous faisons former pour l'emploi. Voilà, donc on quitte le couloir de la formation, on est employable. C'est intéressant. Mais c'est qu'il y a plus de gymnastique à comprendre. Pourquoi la formation technique est au niveau supérieur. Voilà. Mais vous, en tant que technicien, qu'est-ce qui pourrait vraiment motiver ce choix du président? Et est-ce qu'il est pertinent? Il y a toujours plusieurs niveaux de pertinence, de cohérence, d'efficacité dans chaque chose. Tout à fait. C'est pourquoi nous disons il fallait interpeller un peu le discours-programme du candidat autant que son projet de société en tant que président. Mais lorsque nous interrogeons tout cela, nous ne sommes pas personnellement, techniquement convaincus. Ça signifie qu'il faut bouger beaucoup de lignes. C'est ça qui est un peu gênant. Il faut bouger beaucoup de lignes. Et l'impression qu'on a au départ, c'est que quand on prend le secondaire, on a l'impression que le secondaire, c'est juste quelque chose qui est là, qui ne se projette plus. Je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que le ministère de l'enseignement secondaire, tout ce qui est secondaire général, nous savons que ce n'est pas, notre aspiration n'est plus là. Ce n'est plus la priorité. Tout à fait. Même si il faut faire attention au fait que ce n'est pas parce que nous cherchons le technique, nous cherchons à aller de l'avant dans l'innovation qu'il faut laisser tomber tout ce qui est langue, sociaux, histoire, etc. C'est aussi intéressant. Mais ce secondaire-là, tel qu'il est sec, on se demande véritablement où est le projet. Le projet était où? Dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Tout à fait. À travers, vous vous souvenez, les stratégies, tous les documents de stratégie de l'enseignement technique, de FTP que pilote ce que nous appelons l'ADET, l'Agence de développement de l'enseignement technique. Voilà, sans oublier que toujours au niveau du ministère du secondaire, il y a beaucoup de directions, de structures qui se chargent de ces éléments. Et justement, on avait des directeurs départementaux de l'enseignement secondaire, technique et de la formation. Est-ce qu'aujourd'hui, le ministère de l'enseignement supérieur va nommer de nouveaux directeurs de l'enseignement technique à côté donc des directeurs de l'enseignement secondaire qui sont là? Comment est-ce que ça va s'atteler? Sans oublier qu'il faudrait que le ministère du supérieur s'occupe des collèges techniques. Oui, évidemment. Est-ce que c'est la chose la plus intéressante? Est-ce que les collèges de l'enseignement technique sont dans le giron de l'enseignement supérieur? Ça signifie que donc maintenant il s'agit de dire voilà, les enseignants qui sont là, etc., ne peuvent plus, etc. C'est un changement vraiment profond. C'est un changement profond dont la difficulté à expliquer la cohérence en tant que technicien, en tant que cette logique qui existait depuis longtemps. Mais je rappelle que le fait d'envoyer l'élément, la formation professionnelle à l'emploi, on n'est plus à l'aise. Ouais, ça ne vous dérange pas, ça? Non, pas du tout. Au contraire, ça signifie qu'il faut rapidement dire à toutes les entreprises, publiques comme privées, aider nos... Là, vous voyez un peu la question du financement de la formation professionnelle. C'est très intéressant. Comment renforcer le fonds qui existe, le FODEFCA. Voilà, il faut aller de l'avant. Ce qui va se passer, c'est qu'on sera obligé, ce qu'on ressent le plus, de revoir tous nos documents de planification.
la loi d'orientation et les documents de Mais élaborer les documents, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de temps et on n'a pas fini de mettre en œuvre le premier qui est là. D'ailleurs, on n'a même pas fini encore de mettre en place ces lycées techniques ou collèges techniques de grande classe qu'on attend. Mais il y a beaucoup de financements déjà à ce niveau, mais qui sont pour la plupart dans ces années de 2025. J'ai lu 2 ou 3 choses où la plupart des lycées seront financés et les financements ont été trouvés pour le début de cette année et ça va continuer. Alors la question qui vient également à l'esprit, c'est que l'agence de développement de l'enseignement technique est une agence qui est quand même rattachée à la présidence et qui est là, qui s'occupe fondamentalement de l'enseignement technique. Oui. Quel sera désormais son rôle? Le rôle n'a pas changé, mais il a peut-être un peu glissé. Maintenant, on a le même remarqué déjà dans les visites pour aller au niveau du PPC du bac, qu'il y avait la ministre, le ministre du secondaire, la ministre du supérieur, il y avait même le directeur de l'ADET ou coordonnateur de l'ADET qui était avec eux. Ils relèvent plus maintenant du supérieur. Maintenant, quelle est la vision? Il s'agit de voir quelle est la vision qui se met en place dans le sens où il y a plusieurs éléments de la formation technique. La formation elle-même, la création des infrastructures, etc. etc. Est-ce qu'il y a quelque chose de tout ce monde, de tous ces éléments qui restent encore au secondaire? Ce n'est pas évident. En même temps, est-ce qu'on pourrait dire qu'à partir de maintenant, ce sont les universitaires qui vont fonder la formation technique et professionnelle? Est-ce que c'est un souci justement de donner une certaine base supérieure à la formation technique? Cela ne s'était pas fait, dans le sens où si on veut parler de mise en œuvre des différents documents pédagogiques, administratifs du secondaire, du technique, c'est plutôt les planificateurs, les pédagogues, mais ça ne s'est pas fait dans les laboratoires universitaires. Les laboratoires universitaires dans nos pays n'arrivent pas à fonder ces genres de situations. À structurer l'enseignement technique. Les enseignements, non. C'est plus de la recherche qui n'est pas action, qui n'est pas directement... Est-ce que c'est aussi une question de confiance du président de la République? Parce que quand on regarde nos documents de planification aujourd'hui, l'enseignement technique a un rôle clé dans le développement. Est-ce que le président a voulu remettre ce portefeuille à des personnes de main capables donc de véritablement conduire la réforme ou l'ambition aujourd'hui que nous avons? Quel que soit ce qu'on peut dire à ce niveau, la difficulté va être de trouver une cohérence, une coordination de cet ensemble. Ouais. Parce qu'on est obligé d'en arriver là. Parce qu'aujourd'hui, pour parvenir à clarifier tout ce processus, il faut des gens. Il faut une cohérence des différents ministères. Pour dire la vérité, pour les techniciens qui sont restés dans ces milieux-là, il y a de la difficulté à ce que les ministères se mettent ensemble pour travailler. Ce que je veux dire par là, c'est quelque chose de pratique. Oui. Les ministres se connaissent, s'appellent, mais il n'y a pas de structure définie qui périodiquement met tout ce monde-là en musique en disant faisons ceci, on va faire cela, etc., etc. Il faudrait nécessairement, face à la situation, se mettre ensemble, mettre en place une synergie, une structure de synergie. Est-ce qu'il faut aller vers un cadre de concertation des ministères liés à l'enseignement secondaire, la formation technique et professionnelle, où le personnel se retrouve de temps à autre donc pour... Même pas le personnel, mais d'abord même les personnes de haut niveau. Oui. Les ministres se retrouvent, un groupe vraiment qui n'est pas très, très grand, mais qui se retrouve, qui fait appel aux cadres, aux techniciens pour dire, mais par rapport à ces situations, regardez les documents de stratégie de l'enseignement technique et de la formation. Tout est lié au secondaire. Il faudrait trouver maintenant le moyen de voir tout ce monde qui a travaillé, de les mettre ensemble en cohérence. Comment le faire? Et ça signifie que ces documents-là, en réalité, sont là, mais c'est comme si on devait... Voilà, c'est le mot que je ne voulais pas utiliser. C'est comme si on devrait
effacer enseignement secondaire pour mettre ministère de l'enseignement supérieur. Ça pose un problème. Donc, face à cette situation, il y a une première chose essentielle. Il faudrait peut-être que l'autorité, à travers peut-être sûrement le porte-parole, nous explique le bien fondé, la pertinence, avant que s'ajoute toute la vision technique qui dit, bon, par rapport à ça, si c'est ça que vous voulez, nous allons faire ceci, cela, etc. Mais en même temps, il faut une cohérence régulière afin que tous ces ministères-là travaillent et se mettent vraiment en Donc, on a besoin vraiment que l'autorité explique ce qui a motivé justement ce choix-là. Mais il y a déjà le Conseil national de l'éducation qui reste quand même aujourd'hui l'instance supérieure du secteur de l'éducation. Et donc, est-ce que le Conseil national aura un rôle plus accru de coordination aujourd'hui avec cette nouvelle donne? Quand je prends le Conseil national de l'éducation, je constate qu'il y a beaucoup de techniciens, il y a beaucoup de personnes vraiment de grande qualité qui sont là. Mais je trouve, moi personnellement, je trouve qu'ils sont un peu frileux. C'est vrai qu'ils se sont rangés dans cette position qui consiste à ce qu'eux, ils s'intéressent d'abord aux principes. D'accord. Mais c'est un conseil. Oui, c'est leur rôle, c'est de s'intéresser aux principes et de clarifier ces principes afin d'ajouter. C'est en cela que je suis d'accord que le conseil devrait intervenir pour voir un peu si les différents agencements ont besoin à la fois de clarification, d'identification de comment on va faire pour que ça puisse marcher un peu plus. Moi, je vais encore plus loin en disant que de très tôt, je pense comprendre que le fait d'avoir très tôt désigné un conseil technique à l'éducation, ce qui n'existait plus depuis, enfin pas nécessairement, cela permettra peut-être avec lui de prendre, qu'il puisse coordonner tous ces aspects-là, afin que la plupart des acteurs de l'éducation puissent se dire, bon voilà, on peut vraiment comprendre, apprécier et impulser ensemble la dynamique. Donc vous mettez le postulat selon lequel le conseil technique en éducation du président de la République sera donc, disons, ce maillon, le lien qui va faire le pont entre ces trois ministères. Surtout qu'il connaît bien l'éducation, il a été le chef de file pendant longtemps. Mais est-ce que, étant chef de file MAMP pendant longtemps, lui, il est resté au primaire? Est-ce qu'il maîtrisait totalement les aspects vraiment de l'enseignement technique et surtout ce que le président veut en mettant l'enseignement technique à côté de la recherche scientifique? Nous aurons la chance sûrement qu'il y ait beaucoup de spécialistes. Parce qu'en réalité, l'avantage que nous avons au Bénin, c'est qu'il y a véritablement des viviers. Si ce n'est qu'en termes de technicité, nous avons beaucoup de personnes qui sont capables d'intervenir pour à la fois aider à clarifier mieux ce qui va se passer. Donc nous allons inviter sur ce plateau certainement les acteurs directs à un moment donné de l'enseignement technique, du ministère de l'enseignement supérieur et peut-être même de la présidence de la République pour nous dire comment est-ce que ça veut fonctionner réellement. Comment ça va se passer? Parce que tant qu'on ne le dit pas, on est un peu... Disons qu'on ne se retrouve pas encore complètement. C'est vrai qu'il faut peut-être que c'est une occasion de casser le plafond de verre, parce que nous disons toujours qu'il faut qu'il y ait une sorte de griffe de révolution dans notre éducation pour aller vers des éléments plus importants, les innovations, etc. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est de cela que le système a besoin? Quels sont nos problèmes d'éducation? Qu'est-ce que nous devons régler en termes d'urgence pour vous? Il faut quand même toujours se dire que quand on fait le point comparaison et pas raison avec la plupart des pays en Afrique de l'Ouest qui sont avec nous, on n'est pas mal lotis. L'éducation évolue. Dans le Bénin, c'est vrai qu'on a pris des habitudes. Mais au fur et à mesure, il faut faire de telle façon que ces habitudes puissent permettre d'aller un peu plus de l'avant. Mais les gens se plaignent toujours. Vous pensez que l'éducation évolue? On dit que les enfants parlent mal français, il n'y a pas d'emploi, on forme des chômeurs. Parce qu'en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, on n'éduque pas. Les enfants n'attendent pas qu'on les éduque, ils s'informent, point. Ils s'informent avec quoi? Avec notre outil habituel, les tablettes, dans ce que souvent ces enfants sont plus informés sur des aspects particuliers, peut-être qui ne sont pas si évidents que les professeurs. De telle façon que c'est ça qui pose le problème. Comment faire pour que ces enfants puissent véritablement savoir qu'en classe, il s'agit
de s'éduquer et non d'avoir juste des informations éparses qui font du buzz, etc. etc. Les problèmes, le premier, c'est clair, c'est net aujourd'hui. L'un des problèmes principaux, c'est revoir pédagogiquement l'ensemble des curricula en termes de une meilleure vision, revoir même l'histoire du Bénin, la géographie du Bénin. La dernière fois, je me souviens que nous avions eu la chance d'écrire une chronique qui s'appelle « Enfin ministre » ou quelque chose comme ça. Et il y a eu beaucoup de réactions parce qu'on se disait « Ah tiens, il veut être nommé ministre ou quoi ?» parce que, etc. Mais moi, quand je me prends, je me dis que je suis nommé ministre parce qu'il y a 2 ou 3 de mes élèves qui sont ministres dans l'ensemble du gouvernement. Je pense que je suis ministre déjà. Absolument. Mais je veux préciser que si ces gens sont là en tant que ministres, si l'autorité première a invité certains de ses enseignants à son investiture, beaucoup de gens ne le savent pas, il a invité certains de ses enseignants, il est essentiel de préciser la qualité essentielle de l'enseignant. L'enseignant est incontournable. Mais le problème qui se pose à nous, tant que jusqu'à aujourd'hui, il s'agira d'avoir des sortes d'enseignants, ça ne marchera pas. Il faudra mutualiser de telle façon qu'il n'y ait qu'un seul type d'enseignant. Avec une carrière construite. Une carrière construite. Donc, ces questions d'aspirants au métier d'enseignant, les vacataires et tout le reste, il faut quitter ce champ-là et aller vers une structuration. Ce chantier, ça ne marche pas parce que face à l'élève, l'enseignant qui n'a pas cette d'autorité d'enseignant plein, APE, ACE, etc., il faudrait nécessairement mutualiser de telle façon qu'on ait un enseignant à chaque fois de plein droit et qui sache que nous puissions avoir encore cette force-là de dire oui, nous les avons formés. Oui, je pense que nous allons revenir avec un plateau intéressant sur les questions vraiment de l'enseignement. Tout dernièrement, l'International de l'éducation a alerté sur la pénurie mondiale vraiment de la fonction enseignante. La Confémen a repris ça dans sa dernière ministérielle. Et donc, je pense que c'est une question très importante. En temps, le Bénin a travaillé sur le PNE. Je prends depuis 2018 ou 2019. Qui finalement peine à sortir. Nous abordons la dernière question de ce plateau, vous permettant donc de placer votre mot de fin. Et si le président Romuald Wardani allait vers une certaine fêtière de l'éducation nationale, un ministère de l'éducation nationale, est-ce que vous pensez que ça va pouvoir résoudre tous ces problèmes? Je pense que dans sa technicité, ça va arriver. Parce que je me souviens que normalement ça devrait être même un technicien des finances ou de l'économie qu'on devrait nommer ministre de l'Éducation. Parce qu'il va comprendre véritablement ce qui se passe. Parce qu'en réalité, on a l'impression que l'éducation nationale est là, les ministères en charge des finances, de ceux qui ont les moyens sont là, et ils attendent juste que les autres de travail disent donnez quelque chose et on commence par se dire bon, combien vous voulez, bon, vous là, etc. Non. En fait, il faut un ministère de l'éducation nationale. Et on fait des ministres délégués. Comme il y a un ministre, nous avons un ministre des Finances et des ministres délégués. Donc, voilà, je pense que quel sera votre mot de la fin? Là, sauvons notre éducation. Mais ça se fera. Moi, j'ai de l'espoir parce que je suis sûr que nous serons écoutés dans le sens où, au fur et à mesure que les choses se font là, il y aura des ajustements heureux qui nous permettront maintenant de commencer par véritablement penser à l'éducation de demain. Maudit Johnson, merci beaucoup d'être revenu à nous. Merci d'avoir partagé avec nous votre technicité. Je le rappelle, vous avez été le secrétaire technique permanent du plan décennal de développement du secteur de l'éducation. Vous êtes planificateur de l'éducation, enseignant, vous êtes philosophe, vous êtes papa de plusieurs ministres au gouvernement. Et donc, merci pour tout ce parcours et vous continuez aujourd'hui encore à nous abreuver de votre expérience à travers vos chroniques que nous aimons bien. Et merci pour tout ce temps que vous partagez avec la nouvelle génération. Mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. Si vous n'avez pas encore lu Amadou Kourouma dans Allah n'est pas obligé, il faudra le lire pour comprendre que notre seule voie de survie reste l'éducation de nos enfants.
Sans une éducation structurée, contextualisée et transformatrice, le rêve d'un Bénin prospère et moderne ne sera que du leurre. Avec notre invité, Maudie Johnson, nous avons tenté de comprendre la cohérence des portefeuilles de l'éducation et surtout appeler l'attention de l'autorité sur la nécessité d'un rôle plus accru du Conseil national de l'éducation dans la coordination en vue d'assurer l'efficacité globale du système éducatif national. Merci d'avoir choisi d'aller jusqu'au bout de cette vidéo et surtout de porter dans vos cœurs Éducaction, le spécialiste des questions éducatives. C'est ici que s'achève ce numéro de la Voix de l'éducation. Gardez toujours allumée la flamme de l'espoir. À très bientôt.